Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors attends, je vais juste recadrer un petit peu comme ça parce que là c'est un peu bizarre. On se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. On vous a laissé tout seul. Et ouais, on est de retour. Mais on revient aujourd'hui avec une assez grosse vidéo puisque c'est une partie très importante du road trip puisqu'on va vous parler de la location de voitures aux États-Unis du coup. Donc j'ai pris une petite feuille récapitulative de tous les points importants à vous dire et aussi de ce que vous m'avez demandé sur Instagram. Donc on est très content de pouvoir vous donner nos petits conseils, astuces et retours d'expérience surtout. Puisque si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous avons fait un road trip dans l'Ouest américain à travers les parcs nationaux et les 3 grandes villes principales on va dire en octobre 2019, donc ça commence à faire un petit peu de temps. Mais il nous reste quand même pas mal de conseils à vous donner. Ah oui, aujourd'hui vous voyez on est dans un décor assez particulier, donc non, c'est pas notre appart. C'est pas notre appart. C'est un Airbnb qu'on a loué, donc on est content. On s'est fait un petit week-end pas trop loin de chez nous, histoire de changer d'air, enfin bref. Du coup on profite de ce joli petit décor, de cette petite cuisine aménagée pour vous faire une vidéo. Enfin bref, c'est parti. Donc quelles sont les conditions pour louer une voiture aux USA? Alors première chose, c'est l'âge du coup. Chose impérative, il faut avoir 21 ans pour louer une voiture aux États-Unis. Alors aux États-Unis, bien sûr, on peut conduire à partir de 16 ans si on est résident américain, qu'on a le permis, etc. Mais on peut pas louer de voiture tant qu'on n'a pas 21 ans. Parce que c'est la majorité du coup là-bas aux États-Unis. La majorité est pas à 18 ans comme chez nous. Mais il y a une exception quand même avec les 20 ans du coup, puisqu'apparemment chez Hertz, vous pouvez louer une voiture à partir de 20 ans, révolue du coup. Donc je pense que ça doit faire pas mal de frais supplémentaires au final. Ouais. Mais voilà, essayez si jamais vous avez 20 ans ou sinon attendez juste vos 21 ans. Comme ça, vous paierez moins cher. Sinon, dans tous les cas, il faut savoir que si vous avez moins de 25 ans, donc moins de 26 ans parce que c'est jusqu'à 25 ans inclus, vous allez devoir payer une taxe supplémentaire journalière, du coup une taxe de jeune conducteur qui est obligatoire, on ne peut pas passer à côté. C'est environ $30 par jour, il me semble. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir en plus. Ça va prendre une partie du budget en plus. Ça fait un beau budget, ouais. Et ouais, c'est pas mal quand même de frais supplémentaires finalement, mais bon. Je comprends qu'on n'ait pas envie d'attendre ses 26 ans pour faire un road trip aux US. Nous-mêmes, on n'a pas pu attendre. On est parti du coup, pour ceux qui ne sauraient pas, à 21 ans. Donc on avait tout pile l'âge. Lucas, il avait 21 ans depuis 2 jours. Donc, autre condition du coup, il faut avoir son permis national. Assez classique, si vous n'avez pas le permis, vous n'allez pas pouvoir louer de voiture, c'est normal. Il n'y a pas de restriction concernant la durée que vous avez votre permis. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. En gros, il ne faut pas attendre d'avoir 1 an de permis ou 6 mois de permis. À partir de votre premier jour de permis, du coup, vous pouvez louer une voiture aux US. Autre chose, il y a pas mal de monde qui se pose la question, est-ce qu'il faut un permis international? Est-ce qu'il faut juste son permis national? Enfin bref. Si vous ne savez pas ce que c'est le permis international, du coup, c'est une traduction. C'est un document qui traduit votre permis en fait français, qui est sous forme de petit livret. Et voilà, donc c'est un document qui est gratuit, qui se fait en ligne sur le site du gouvernement. Je sais plus, il faut taper sur Google permis international et vous aurez toutes les démarches. Il y a juste à photocopier 2-3 trucs et voilà, vous avez votre permis international au bout de quand même quelques temps, je crois. Ouais. Il me semble de souvenir que ça avait mis 2 mois. Enfin bref, du coup, la question c'est est-ce que c'est nécessaire de le faire ou pas? Alors dans les faits, on peut très bien aller louer une voiture aux États-Unis avec son permis national, donc son permis français, son permis belge, son permis suisse. Si vous êtes francophone, voilà, votre permis national. Il n'y a pas d'obligation à avoir le permis international, mais on vous recommande quand même de le faire puisque c'est quand même un gage de sécurité en plus, on va dire, si jamais vous vous faites contrôler par la police ou par... peu importe, d'avoir en plus cette traduction avec vous, comme ça facilitera un peu le contrôle. Après, si vous n'avez pas le temps de le faire, ne vous inquiétez pas, il est absolument pas obligatoire. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous avez besoin, si vous avez envie d'avoir plus de sécurité ou pas. Condition suivante, c'est votre carte bancaire. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de cartes bancaires si vous ne le savez pas. Il y a des cartes de crédit et des cartes de débit. Pour une carte de débit, on va vous débiter l'argent directement sur votre compte, alors qu'avec une carte de crédit, ça va être débité à la fin du mois ou un peu plus tard. À une période précise, voilà. Plus tard quoi. Et donc les loueurs aux États-Unis vont imposer d'avoir une carte de crédit, tout simplement par rapport à la caution en fait. Donc pour la carte de crédit, l'avantage c'est que du coup, votre argent sera juste réservé sur votre compte. Donc il ne sera pas bloqué ni débité de toute façon. Vous pouvez pas retirer votre... Vous allez pouvoir l'utiliser, voilà. Votre argent, L'argent, vous allez pouvoir le débiter autant que vous voulez pour votre voyage. Parce qu'une carte de débit, du coup,
ça va directement prendre votre argent. Enfin, pas la Ouais. prendre, mais ça va le bloquer bloquer. l'argent, du coup, vous pourrez plus l'utiliser. Voilà, Et donc, le problème, c'est que généralement, en voyage, il y a d'autres frais qui s'ajoutent. Donc, c'est ça. l'essence, les hôtels, tout ça, si vous n'avez pas payé en avance, par exemple, si vous avez un plafond sur votre carte, ça va faire vraiment beaucoup de frais et votre carte risque de bloquer, je sais pas moi, en allant payer quelque chose. Donc, c'est là que ça devient un petit peu dangereux. Alors qu'une carte Ouais. de crédit, du coup, l'argent, s'il y a besoin d'utiliser la caution, l'argent pourra être pris puisqu'en fait Oui. la machine enregistre les données de votre carte. Pour louer une voiture, du coup, vous pourrez utiliser une carte de débit, mais par contre, certains loueurs peuvent vous refuser la location de la voiture si vous avez une carte de débit, ou alors vont vous demander des informations complémentaires, notamment, je Des crois, pièces justificatives en plus, comme ouais, le billet le d'avion billet de retour. retour. Du coup, ce qu'on veut dire, c'est qu'au final, ce qui est important à savoir, c'est que il est préférable d'avoir une carte de crédit. Donc c'est Visa premier. Voilà, il y a les visas premiers, il faut vous renseigner Auprès de votre banque. Voilà. Ça demande une petite participation Voilà. de plus par mois, je crois. En général, la cotisation elle est un peu plus élevée qu'une carte standard. Bien sûr, il faut que la carte bancaire soit à votre nom, du coup, au nom du conducteur. Ça peut pas être, par exemple, si vous avez une maman qui part pour un road trip, vous pouvez pas réserver avec votre carte bancaire, il faut vraiment que ce soit sa carte bancaire à elle. C'est très important parce que le loueur vérifie, normalement, que la carte correspond au nom de la réservation. Et essayez de faire en sorte que ce soit la même carte avec laquelle, si vous faites la réservation à l'avance, essayez de faire en sorte d'avoir la même carte au moment où vous prenez la voiture, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez envie de réserver un minivan, du coup, donc les minivans jusqu'à 15 places, il me semble, il n'y a pas besoin de permis supplémentaire, donc vous pouvez avoir votre permis juste B, voiture du coup, et pouvoir louer un minivan. Voilà, petit truc à savoir en plus. Ensuite, point suivant, faut-il réserver sa voiture avant le départ? Alors, ça dépendra un petit peu de votre type de voyage. Encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui préférez, comme nous, réserver à l'avance et être sûr que tout se déroule comme vous l'avez imaginé, on vous conseille de réserver quand même à l'avance. C'est toujours plus sûr. Voilà, ça vous permettra d'avoir des prix en plus avantageux parce que le jour de votre arrivée, ce sera généralement pas les mêmes prix que 6 mois à l'avance, par exemple. Ça vous permettra d'avoir un choix plus large de véhicules aussi, puisque le jour où vous allez arriver sur le parking, du coup, toutes les réservations, toutes les voitures qui ont été réservées seront parties, donc il se peut qu'il n'y ait plus forcément le modèle que vous souhaitiez, ou même la catégorie que vous souhaitiez. Et ça fait moins de prise de tête aussi, forcément, parce que arriver sur place et se demander chez quel loueur on va chercher la voiture, s'il faut des documents en plus qu'on n'a pas, ça peut être vraiment une prise de tête, donc on vous conseille vraiment de réserver à l'avance. Et en plus, généralement, il est possible d'annuler sans avoir de frais supplémentaires, donc en général, c'est pas très contraignant de réserver en avance. Ensuite, question suivante, quel loueur auto choisir? Alors là, vous allez avoir un choix immense entre Avis, Hertz, Sixt, Alamo, Dollar, Enterprise, je crois qu'on dit, mais bon, Budget. Ouais. J'ai pas dit de celle-là. Plus toutes les autres qu'il y a. Tous les petits loueurs que vous avez. Il y a plein de compagnies plus locales. Et toutes les grandes compagnies aussi. On va pas tous les citer, mais vraiment, vous avez un choix énorme. Donc, je comprends que ce soit un petit peu difficile de savoir sur laquelle partir. Le plus simple, c'est de réserver directement sur les sites de ces grandes chaînes de location, puisque généralement, c'est les plus fiables. Vous avez aussi la possibilité de réserver sur des intermédiaires, donc comme Carigami, comme AutoEscape, BSP Auto, Rental Cars, il y en a plein. C'est aussi des comparateurs généralement. Donc là, on vous conseille moins de réserver sur ces types d'intermédiaires, puisque même si les prix sont généralement plus avantageux parce qu'ils arrivent à négocier une petite marge. Et le problème, c'est que si vous arrivez à un problème, vous allez avoir un intermédiaire encore au milieu. C'est comme les billets d'avion. Nous, tout ce qui est intermédiaire, on évite au maximum parce que ça enlève des problèmes en plus. On avait vu juste avant le Covid, quand on a voulu réserver pour New York avec Last Minute, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, je vous déconseille totalement Last Minute. Enfin bref. Du coup, on a vu que franchement, les intermédiaires, c'est vraiment une source d'ennui, vraiment, en cas de problème. Si quand tout va bien, c'est génial, mais quand vous avez des problèmes, généralement, c'est pas très bon d'avoir quelqu'un au milieu. Même pour les remboursements, il suffit que votre intermédiaire ait des conditions différentes de remboursement que le loueur lui-même. Au final, ça fout un peu le bazar dans tout ça. Et le loueur pourra rien faire pour vous, du coup, puisque ce sera l'intermédiaire qui gérera tout. Donc en général, restez vraiment sur les sites fiables, les sites des grandes compagnies. C'est vraiment le conseil un peu fiable. Donc vous avez ces solutions-là.
Nous, notre choix, du coup, dans toutes ces compagnies, ça a été Alamo. Donc on a mis beaucoup de temps, on a épluché vraiment beaucoup de pages, de blogs, de forums, tout ça pour savoir un petit peu les retours, les conditions de chaque compagnie. Donc au final on a trouvé que 2 de ces compagnies étaient généralement plus fiables. Donc Alamo et Enterprise du coup, Enterprise. Ouais. Donc ces 2 compagnies généralement vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est super. Après, bon, les autres, Sixt, Hertz, tout ça, généralement, il n'y a pas trop de problème. Attention à toutes les compagnies un peu plus low cost, on va dire, donc comme Budget et je sais plus son nom. Dollar, par exemple. Alors, c'est sûr, c'est moins cher, mais généralement, il y a pas mal de problèmes. Tous les petits problèmes de service client, de remboursement, de panne, de machin, enfin. Vous pouvez essayer, mais nous, on ne vous conseille vraiment pas de passer par eux. Donc nous, on était passé par Alamo, comme on l'a dit, pour la fiabilité, mais aussi parce qu'ils proposaient une option qui nous paraissait vraiment incontournable, qui s'appelle Skip the Counter, avec mon petit accent. Échappe le comptoir. Échappe le comptoir. Donc ça, on vous en reparlera après, ça fait partie un peu des options, mais voilà, on avait choisi Alamo en gros pour ça. Bon alors les amis, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte qu'il manque un énorme conseil, je sais pas pourquoi, on a oublié de vous en parler. Donc ça concerne encore une fois la réservation en ligne. Donc si jamais vous voulez réserver sur le site d'une grande compagnie du style Alamo, Hertz, Sixt, etc. Pensez à regarder sur les autres sites des autres pays, puisque en fait les prix vont énormément changer d'un pays à l'autre. Donc comment on fait pour aller sur le site des autres pays? Et bien tout simplement vous devez changer juste la fin. Donc le point .fr, là vous allez le remplacer par .es pour l'Espagne, .uk pour l'Angleterre ou .it par exemple pour l'Italie. Et donc là vous obtiendrez tous les prix et les sites des autres pays et je vous assure que ça change énormément de choses. Nous on avait réservé du coup sur alamo.uk et je crois qu'il y avait une centaine d'euros de différence, donc c'est vraiment très intéressant. Bien sûr il faudra convertir les devises, mais bon dans tous les cas jetez un coup d'œil. J'espère que ça a été assez clair, c'est difficile de vous expliquer, mais voilà, exemple, si vous voulez regarder les prix de Alamo Italie, et ben vous allez taper alamo.it et là vous allez tomber sur le site italien. Ça c'est une astuce vraiment incontournable et ça va vous faire économiser un petit paquet d'argent quand même, parce que mine de rien, dans ce genre de voyage, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà pour ce petit conseil, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Question suivante, je parle beaucoup. Quelle voiture louer pour un road trip aux USA? Alors déjà il faut savoir que vous allez réserver une catégorie de véhicules et non un modèle précis. Nous on s'est fait avoir parce qu'on était parti sur un RAV4 qui nous avait trop plu. On avait vu ça sur la page d'Alamo d'ailleurs, RAV4 ou équivalent. Ça d'ailleurs il y a écrit sur toutes les pages de location, c'est toujours équivalent. Et nous on s'imaginait qu'en général du coup le modèle qui était mis en valeur, c'était celui-là qui avait le plus et du coup qu'on allait avoir celui-là. Donc on pensait avoir un RAV4 mais on arrivait sur le parking, bon il n'y avait pas de RAV4 forcément. Mais c'est pas grave, au final c'était super cool, on a eu un Nissan Rogue à la place et on l'a trop aimé. Franchement maintenant dès qu'on voit des X-Trail c'est le X-Trail en France. À chaque fois on est trop content donc voilà. Donc sachez-le, ne vous mettez pas en tête que vous allez avoir ce modèle ou ce modèle, vous allez avoir une catégorie de véhicules et le jour où vous allez arriver à votre loueur de voiture, ça va dépendre en fait de la disponibilité des véhicules. Quel type de catégorie du coup choisir, ça va dépendre beaucoup du parcours que vous allez faire, du nombre de personnes avec qui vous allez partir, si vous allez partir avec des enfants, si vous allez partir avec des amis, et du nombre de valises que vous allez prendre avec vous. Donc les différentes catégories, je ne vais pas toutes les décrire, mais bon voilà, en gros vous avez une catégorie économique, donc là ça va vraiment être une petite voiture qui en général pour jusqu'à 4 personnes maximum. Et encore. Voilà, 4 vous allez vraiment être serré. Type, comment ça s'appelle? Toyota. Je sais plus, c'était pas la Toyota Aygo ou un truc comme ça, enfin des petites voitures de ville, quoi, des citadines. Voilà, c'est bien pour des petits trajets, mais dès que vous allez commencer à faire des longs trajets, ça va être un peu compliqué. Ensuite, vous avez la catégorie compacte, donc c'est toutes les berlines compactes, style un peu Ford Fusion. Toyota Prius. Toyota Prius doit en faire partie, oui. Dans les vlogs, la voiture de touriste. Ouais, c'est la voiture de touriste. C'est la voiture que tout le monde loue, et elles sont vraiment appréciées. Et après, vous rentrez un peu dans les un peu plus grande capacité. Et puis après, au-dessus, les haut de gamme, du coup. Ouais, vous avez les capacités. Par exemple, nous, on avait pris SUV intermédiaire. Donc, c'est une gamme SUV qui n'est pas du haut de gamme, mais qui est assez grand, donc assez spacieux. Vous avez de la place.
Et après, vous avez tout ce qui est Plus gros, SUV les luxueux, vannes, les voitures un peu plus voitures de luxueuses, course, comme les Mercedes ou les Mustang. les Mustangs, Voilà. ouais. Bon, ça, les Mustangs, on en croise de partout aussi. Et il Mais y a ça des fait plus partie des grosses voitures encore, après il y a des pick-up, je crois. Ouais, vous avez les pick-up, les vannes, Enfin, les il y a suburban, c'est... Il y en a vraiment pour tous les goûts, Ouais. toutes les tailles, tout ce que vous voulez. En gros, pour récapituler, il faut vraiment que vous sachiez à combien de personnes vous allez partir et si vous sentez de faire 2000 km à 5 dans une Toyota Ego, quoi, parce que... Bah, c'est surtout aussi au niveau de la capacité du coffre, du coup, parce Ouais. que bah, si vous partez à 4, forcément il y aura 4 valises. Donc, En général, quand on part pour 2 semaines de road trip, on part pas avec une petite valise cabine, Ouais. on part avec une grosse valise. Et nous, c'est ça vraiment qu'on cherchait. On cherchait une assez grosse voiture pour pas avoir de problème de ce côté-là. C'est surtout que c'est un peu notre deuxième maison en fait pendant les 2 semaines de road trip. C'est Donc ça. nous, par exemple, l'arrière c'était un peu notre placard à nourriture. On mettait tout derrière, on avait les packs de bouteilles d'eau. Enfin, Ouais. nous on a vraiment utilisé l'espace comme ça. Et puis après, bon, c'est vrai que du coup, bah, je rembrais sur ce que j'avais écrit. Nous on avait pris un SUV parce que c'était un peu l'idéal, on va dire. Pour pas trop se prendre la tête, par exemple, sur les chemins un peu en gravier ou les chemins de sable, comme vous avez pu voir aussi dans les vlogs quand on est allé aux grandes statues colorées à côté de Las Vegas. On s'est retrouvé sur un chemin totalement ensablé. On était bien content d'avoir les 4 roues motrices. C'est ça. Et puis après, bon, c'est sûr qu'en ayant fait 4200 km, c'était quand même un confort de pouvoir quand même avoir une voiture de ce assez type-là. fiable et puis voilà. Et c'est surtout en fait ce qui nous a fait décider pour prendre un SUV, c'est qu'il y avait vraiment pas beaucoup de différence entre les catégories plus petites et les SUV. Ça c'est un peu une histoire de goût. On va pas pouvoir vous dire telle ou telle voiture est la mieux, ça dépend de votre parcours encore une fois, puisque comme on a dit tout à l'heure, entre nous, si vous restez qu'une semaine sur Los Angeles, vous n'allez pas louer un SUV ou voilà, vous allez prendre quelque chose d'assez pratique qui vous permet de vous déplacer assez rapidement. Se garer facilement, une petite voiture passe partout, ça va très bien pour du trajet ville. Mais après, dès que vous commencez à faire des bornes, forcément, c'est bien d'avoir une voiture assez confortable. Et ensuite, on avait pris aussi un SUV parce que du coup, on connaissait vraiment pas les routes de l'Ouest américain, on savait pas si c'était cabossé, si c'était très bon état ou pas. En général, on peut vous dire qu'on pense qu'une compacte, ça passe partout. Ouais, c'est suffisant. Les routes sont vraiment bien entretenues. Enfin bon, il y a certains endroits où c'est un peu plus cabossé, c'est pas tout lisse quoi, mais franchement, les routes sont droites, c'est beaucoup d'autoroutes, beaucoup de voies rapides, donc vraiment, vous n'avez pas besoin non plus d'un pick-up. Faut pas vous imaginer aller dans de la montagne tout terrain et tout. Alors, point suivant, donc quelles assurances faut-il prendre? Alors là, vous allez avoir une liste immense de noms d'assurances et de trucs qui vont vous être proposés, donc c'est assez difficile de se retrouver un peu dans la jungle des mots qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas non plus, je vous l'avoue. Ouais. Surtout que là c'est en anglais en plus, donc ça rend le truc encore plus difficile. Donc moi je vous ai fait une petite liste de plusieurs assurances, celles qu'on retrouve le plus souvent, dont celles qu'il faut avoir absolument et celles qui sont vraiment inutiles. Donc voilà, prenez votre petit cahier, vos petites notes, c'est l'heure de noter tout ce qu'il va vous falloir. Je prends ma feuille, parce que là franchement les gars, de tête, j'aurais du mal à vous retrouver exactement tous les appellations. Donc la première à avoir absolument c'est la CDW, donc Collision Damage Waiver. Donc c'est l'assurance collision et l'assurance véhicule en général, c'est celle qui vous protège votre véhicule en cas de collision, d'accident ou aussi d'incendie, enfin de tous les dommages qui pourraient toucher votre véhicule. Donc c'est vraiment hyper important parce que c'est pas votre voiture, donc encore plus. Elle est aussi parfois appelée la LDW, donc Loss Damage Waiver, et il faut vous assurer, quand vous avez cette assurance, que la couverture, comment dire ? Le montant de couverture soit égal au prix du véhicule. Au prix du véhicule au minimum, quoi. Ouais. Et dedans aussi, vérifiez qu'il y ait bien la mention, attention mon accent, Theft Protection. C'était presque ça. C'était presque. Qui, du coup, vous protège contre les vols. Et le vandalisme aussi, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment important de l'avoir. Donc vérifiez bien ça. La CDW ou TP pour Theft Protection. Je vous le refais une deuxième fois. Ensuite, deuxième assurance vraiment incontournable qu'il vous faut absolument, c'est la LI, donc Liability Insurance, donc qui est la responsabilité civile. Elle est obligatoire, donc ça, normalement, vous l'aurez sur votre contrat. Et elle est à compléter avec la LIS, donc Liability Insurance Supplement, avec mon bel accent encore, appelé aussi parfois ALI ou SLI. C'est l'assurance responsabilité civile pour dommages matériels ou corporels causés à des tiers. Voilà, on dirait que je vends des assurances. C'est bien. Je parle pas souvent comme ça. Donc celle-là, c'est vraiment la plus importante. Franchement,
Faites vraiment attention à celle-là. Elle est aussi parfois appelée l'EP, donc Extended Protection. C'est ça. Elle est souvent proposée aussi sous ce nom-là. Donc voilà, si il y a écrit LIS ou EP, c'est bon. C'est que chez Alamo, c'est cette EP. assurance, voilà, chez Alamo, c'est ça. Donc l'EP, la différence, c'est qu'elle est souvent proposée du coup aux conducteurs étrangers. Voilà, c'est la seule différence. Donc celle-là, voilà, c'est vraiment les deux plus importantes, la CDW et la LIS. Alors ce qu'on a oublié de dire, c'est que la CW, si jamais elle n'est pas prise en charge par votre assureur, mais que vous avez une carte Visa premier, vous n'avez pas besoin de souscrire en plus, parce que votre carte Visa premier, elle vous le fait déjà automatiquement. Voilà. À hauteur de, je sais plus... je sais pas, ça il faut vérifier sur vos contrats, le montant, parce que là, je crois que c'est assez élevé quand même, donc en général ça vous couvre un véhicule standard. Mais bon, si vous l'avez avec la location de voiture, c'est que mieux. C'est parfait, si c'est inclus dedans, c'est génial. Ensuite, on passe sur les assurances qui sont vraiment inutiles pour nous. Après, peut-être que pour vous, vous trouverez une utilité. Donc, il y a la PAI, donc Personal Accident Insurance, qui couvre en cas d'accident pour frais d'hôpital, des ambulances. Enfin bref, tous les frais de santé en général. Donc généralement il faut l'éviter celle-là parce que le plafond de couverture est assez bas. Genre si ça vous rembourse que 5000 euros, enfin 5000 $ du coup, c'est assez bas aux États-Unis puisque les frais médicaux sont vraiment très élevés, comme vous le savez, c'est pas un cliché. Hein. Surtout si vous prenez une assurance médicale en plus, enfin une assurance santé en plus, comme nous l'avions fait. On en parlera dans le livre. Dans le livre. Qui est toujours en cours d'écriture. Donc voilà, celle-là elle est assez inutile. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Et ensuite, une autre assurance qui est vraiment inutile aussi pour nous, c'est les assistantes routières. Donc elles sont souvent appelées roadside quelque chose. Donc là, par exemple, roadside assistance ou roadside plus, je crois, pour plus du coup. Pour Alamo, je crois. Donc ça, c'est une assurance qui couvre les crevaisons, qui couvre si vous avez mis les clés dans votre voiture et que vous avez fermé les portières et que vous n'arrivez plus à ouvrir. Ça vous couvre aussi, je sais plus, pour les pannes d'essence. Donc voilà, généralement ça vous couvre pour toutes les bêtises que vous auriez pu faire vous-même. Donc à part si vous êtes vraiment tête en l'air ou que vous savez pas changer une roue si vous avez crevé, prenez cette assurance. Le problème c'est qu'elles sont généralement assez chères en fait pour ce que c'est de l'ordre de je crois 5 $ par jour. Je crois que c'est 10. J'ai vu sur Alamo c'était 10 $ Entre 5 et 10 par jour, donc imaginez au bout de 2 semaines, ça fait quand même un budget en plus pour une assistante que vous ne risquez vraiment pas d'utiliser. Voilà, si vous faites attention, ça devrait aller. Voilà, donc pour les assurances, on a parlé des plus importantes. Après, généralement, il y en a toujours qui s'ajoutent en plus pour d'autres choses. Ensuite, d'autres choses à vérifier au moment de votre réservation. Vérifiez bien tous ces points. Donc dans la liste des choses à vérifier, il y aura la limitation de territoire parce qu'il y a certains loueurs de voitures qui mettent dans les conditions en tout petit interdiction de sortir par exemple de la Californie ou interdiction de sortir des États-Unis en général. Donc voilà, faites vraiment attention à ça si vous faites un road trip qui concerne plusieurs États ou même où vous allez aller au Canada par exemple ou au Mexique, vérifiez bien ça. Généralement, vous ne pourrez pas aller au Mexique avec votre voiture, ça c'est une règle vraiment générale. On a regardé sur plusieurs loueurs, plusieurs compagnies et ils interdisent formellement d'aller au Mexique avec. Donc même des fois quand vous allez à San Diego, vous dites on n'est pas loin de Tijuana qui est juste au Mexique, enfin à la frontière du Mexique, et ben vous pourrez pas passer la frontière avec votre véhicule, enfin c'est assez risqué en tout cas. On vous le conseille vraiment pas. Par contre, pour le Canada, si vous prévoyez un road trip qui remonte par exemple jusqu'à Seattle, tout ça, Washington, l'État, pas du coup ici, ça me stresse, et que vous remontez au Canada par exemple, généralement ils vont vous laisser le faire, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, vérifiez vraiment bien les restrictions de territoire. Dans les choses à vérifier, il y a également les équipements en option que vous pouvez choisir, comme les sièges auto ou encore le GPS. Donc ça dépend de vous, si vous en avez besoin, si vous voulez le mettre en plus dans votre location. Vérifiez qu'il y soit ou si vous devez payer en plus un supplément pour l'avoir. Ensuite, un truc vraiment important à vérifier, c'est si vous partez à plusieurs et que vous avez envie qu'il y ait un second conducteur qui soit inscrit dans le contrat. Pensez à le faire avant de cliquer sur réserver. Vérifiez s'il est bien autorisé, s'il faut payer un supplément. Alors normalement, si vous louez votre voiture en Californie, le second conducteur sera gratuit, donc vous aurez juste à rentrer le nom, le prénom et le numéro de permis, je crois quand même, il me semble, sur la réservation. Et même si vous sortez de la Californie, par exemple que vous louez votre voiture à Los Angeles et que vous allez à Las Vegas ou dans d'autres états,
et vous êtes couvert, il n'y a pas de souci. À partir du moment où le véhicule a été pris en Californie, le second conducteur est automatiquement, enfin pas automatiquement, mais du coup est gratuit. Ouais. Donc voilà, ça c'est important aussi à regarder, à vérifier. Autre chose à vérifier au niveau du réservoir d'essence de votre voiture. Donc en général, vous allez prendre votre voiture avec le réservoir plein. Et vous pouvez choisir, soit vous allez rendre la voiture en ayant fait le plein avant, soit ce sera le loueur qui fera le plein, mais avec un supplément du coup. Donc pensez à bien cocher prendre plein et rendre plein. Ensuite, encore un autre point à vraiment vérifier, c'est le kilométrage illimité. Ça c'est un truc genre primordial, parce que si vous avez une distance à chaque fois qui est autorisée, vous allez être trop bridé. Donc vérifiez bien qu'il y ait kilométrage illimité. Illimité, c'est important. Généralement, il est d'office. C'est très rare de voir des loueurs qui imposent encore des limites, mais bon, vérifiez bien ça. Ensuite, on passe à un autre point important, c'est les frais d'abandon, donc aussi appelés drop-off fees, je crois. Oui, c'est ça. Non, il faut faire les petites traductions parce que c'est vrai qu'après, quand on se retrouve face à tous les noms, des fois, on sait pas trop à quoi ça correspond. Donc voilà. Donc pour les frais d'abandon, sachez qu'ils sont inexistants en Californie. Donc si, exemple comme nous, vous louez votre voiture à Los Angeles et que vous souhaitez la rendre à San Francisco, vous n'aurez aucun frais d'abandon. Ça c'est aussi valable pour les grands axes touristiques ou grands axes routiers. Par exemple, si vous louez encore une fois à Los Angeles et que vous ramenez votre voiture à Las Vegas, il n'y aura pas de frais d'abandon non plus. En général, parce qu'il y a des petites exceptions apparemment en été où il y en aurait. Donc bon, on a fait selon les loueurs, on n'a pas vu de différence à chaque fois, donc pour nous il n'y en a pas. Mais voilà, vérifiez bien ça et faites bien des simulations aussi pour voir si vous partez en été, pour voir s'il y a des frais d'abandon. Ça marche aussi du coup pour San Francisco, pour toutes les grandes villes de Californie, San Diego, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt un truc cool à savoir. Une fois que vous avez réservé, vous êtes sur place pour le début de votre road trip. On espère qu'un jour on pourra reconnaître cette sensation d'arriver dans un aéroport aux États-Unis. Du coup, donc la prise en charge du véhicule. Alors on va commencer avec comment on rejoint son véhicule depuis l'aéroport du coup. C'est tout simple du coup. Vous avez juste à récupérer la navette qui correspond à votre loueur. Donc vous risquez pas de la louper. En général, vous avez des grands panneaux avec des grandes affiches. Et les bus sont hyper colorés avec le nom de l'entreprise partout, donc vous pouvez pas les rater. Vous pouvez pas vous tromper, de toute façon c'est gratuit, vous montez dedans et il vous amène automatiquement vers le loueur du coup. Et puis les navettes sont toutes les 10 minutes je crois. Ça dépend des aéroports, LAX par exemple c'est toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure selon la compagnie. Il y a un terminal à rejoindre du coup qui est, enfin pas un terminal mais un endroit spécifique dans l'aéroport où est-ce que vous pouvez rejoindre toutes les navettes. Toutes les navettes se rejoignent exactement au même endroit, donc c'est vrai que ça c'est assez pratique et ça vous emmène directement sur le parking de la compagnie, donc c'est vraiment cool parce que les entreprises sont vraiment à l'écart de l'aéroport, n'espérez pas les rejoindre à pied. Elles sont pas directement dans l'aéroport. Elles sont vraiment éloignées à Los Angeles, donc voilà. Franchement, prenez les navettes, c'est vraiment cool. Il y a même de l'espace pour mettre ses valises et tout, donc c'est nickel. Après, ce sera différent si vous ne louez pas votre voiture directement à l'aéroport. Là, il faudra prendre un moyen de transport en plus pour rejoindre. Ça dépendra de la ville, tout ça. Une fois que vous aurez rejoint l'agence, du coup, ça dépendra si vous avez choisi l'option de skipper le comptoir ou pas. Dans certains cas, du coup, vous aurez besoin de signer un contrat, un comptoir, du coup. C'est assez facile, il y a juste à mettre une signature normalement, remplir 2-3 papiers. Mais là, il faudra faire attention aux petits vendeurs qui essaient de vous remettre des assurances ou des petites options supplémentaires qui engageront du coup des frais. Ça arrive très souvent et puis surtout je pense qu'on est un petit peu déstabilisé après 12 heures de voyage en anglais, dans un environnement qu'on connaît pas, avec des termes qu'on connaît pas, on peut facilement se faire avoir. Donc voilà, généralement le comptoir c'est un truc qu'on a voulu éviter parce que c'est une perte de temps et puis... C'est une petite prise de tête quand même je pense. Pour les personnes assez stressées. Donc c'est là qu'intervient notre fabuleuse option qui sont proposées par 2 ou 3 compagnies de tout le lot qu'on vous a cité, notamment du coup Alamo et Sixt. C'est les 2 qui me reviennent. Après je crois qu'il y a peut-être Hertz, mais je suis pas sûre. Je sais plus. Qui propose du coup des options pour esquiver le comptoir et aller directement chercher votre voiture sur le parking. Alors ça c'est magique, c'est gratuit. Vous payez pas de frais supplémentaires à la réservation, il faut juste du coup cocher l'option sur votre formulaire. Du coup d'ailleurs on n'en a pas parlé, s'ils ont déjà cliqué sur réserver. Donc vous regardez cette vidéo normalement quand vous n'avez pas encore réservé votre voiture, donc ça va, il est encore temps de cocher.
Là, défaut d'organisation civile. Et bah, du coup, cette option, on explique vite fait. Vous arrivez sur le parking, vous avez une catégorie, enfin en fait toutes les voitures sont rangées par catégorie. Par catégorie, on a écrit par un petit panneau à quelle catégorie vous êtes, comme dans un rayon de supermarché, c'est tout bien rangé. Et une fois que vous êtes dans votre allée de votre catégorie, vous n'avez plus qu'à choisir le véhicule que vous souhaitez. Alors là c'est magique, c'est Noël quoi, tu choisis ta voiture, vous êtes chez le concessionnaire, comme si vous étiez chez le concessionnaire, vous choisissez votre voiture, vous montez dedans, il y a déjà les clés. Sur le tableau de bord, du coup, vous aurez les clés. Il y a un petit formulaire, je crois, à remplir sur les différentes choses. C'est un petit état des lieux à faire, en gros, si vous voyez qu'il y a des traces à l'extérieur ou s'il y a une bosse ou quoi, n'hésitez pas à le marquer. Ce qui est écrit sur le compteur kilométrique, du coup. Ouais, aussi. Bon, il y a 2-3 petits trucs aussi, la jauge d'essence aussi, si c'est plein. C'est à ce moment-là de vérifier justement, si vous avez pris l'option je prends plein et je rends plein, notifiez-le bien, que quand vous rendez la voiture, vous n'ayez pas de problème, qu'on vous dise pas il faut faire le plein ou quoi. Et ensuite, vous allez passer une barrière de sécurité, en gros, avec un guichet où vous donnerez du coup quand même votre passeport. Et le permis de conduire. Le permis de conduire, donc c'est à ce moment-là que vous pouvez sortir votre permis international, ça peut être intéressant. Et que vous allez donner du coup la fiche que vous aurez remplie. Voilà, donc après il vous restera plus qu'à partir et tranquille, pas de prise de tête, pas de négociation d'assurance, pas de queue de file d'attente de voyageurs devant vous, enfin bref c'est vraiment nickel. C'est à ce moment-là qu'on va vous donner quelques petits conseils pour choisir votre véhicule. Généralement, franchement, je pense que les entreprises de location vont pas se lancer à prendre des voitures qui sont pas fiables du tout, sinon elles seraient tout le temps embêtées avec les pannes et tout ça, donc je pense que franchement, vous pouvez faire confiance. Généralement, c'est des voitures qui sont assez récentes, qui sont bien révisées. Donc, généralement, vous n'avez pas de problème avec la voiture. En général, vous n'aurez pas de problème. Donc, peu importe laquelle vous prenez, comme on disait, elles se valent un petit peu toutes. Au final, quand elles sont dans une catégorie, c'est qu'elles sont vraiment comparables. Donc, prochain point, la vidéo est bientôt terminée, mais donc on passe vite fait à la restitution du véhicule. Là encore, il n'y a rien de très compliqué. Vous allez avoir un horaire, une tranche horaire, je crois, de 30 minutes ou 1 heure quoi, pour rendre la voiture. Généralement, c'est très très bien indiqué. Vous avez juste à suivre une file qui vous indique Car Return. Ça, c'est la fin du trip. C'est vraiment triste quand j'y repense. Mais voilà, donc là, il faudra vérifier l'heure de retour et votre plein d'essence. Du coup, comme on vous l'a expliqué, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, selon ce que vous aurez choisi, pensez à faire le plein ou pas. Une fois arrivé, du coup, vous aurez un petit check-up très rapide. Très rapide. Franchement, nous, avec Alamo, on a posé la voiture, on a posé les clés sur le tableau de bord, on a pris nos affaires, on est parti. Il n'y a personne qui est venu. Quand on allait partir, du coup, il y a un gars qui est venu pour tout vérifier. Mais vous attendez pas avec le gars qui vérifie tout, qui vous pose des questions et tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous la reposez comme vous l'avez prise, quoi. C'est vraiment très très rapide. Et vous prenez pas la tête avec le nettoyage de la voiture ou quoi, de toute façon. Nous, on y avait pensé juste avant, mais au final, le loueur, de toute façon, le refait automatiquement. Donc, les vitres et tout ça, ils les refont eux-mêmes avec des produits spéciaux et tout. Voilà. Pour le respect, ne laissez pas des déchets pour celui qui va prendre derrière vous la voiture. Mais sinon, après, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire... Si elle est pleine de sable, c'est pas grave, quoi. Comme on avait... Oui, voilà, s'il y a du sable, s'il y a un peu de terre et tout, ça arrive. De toute façon, il passe l'aspirateur, il passe le Karcher de partout, donc vous prenez pas la tête avec ça. Et ensuite, là, encore une fois, vous allez reprendre une navette qui vous emmènera à votre terminal de retour, ou peu importe, des fois tu peux y aller à pied aussi. Des fois, si t'es à pied, Enfin voilà, ça dépend des aéroports, mais... on passe ensuite à l'avant-dernière partie de cette vidéo, donc c'est les autres tips. Alors là, on va vous donner nos petits conseils un petit peu en vrac. Donc déjà, anticipez, si vous voulez réserver à l'avance, ne réservez pas au dernier moment. Prenez-y vous un petit peu à l'avance. Nous, il me semble qu'on avait réservé 4 mois à l'avance. Il me semble que c'était l'été, 3-4 mois à l'avance. Donc voilà, c'est bien. Si vous voulez réserver 6 mois en avance, si ça vous dit, allez-y. Par contre, ne réservez pas non plus 2 ans à l'avance ou 1 an à l'avance, puisque les prix vont encore bien évoluer. Et puis les modèles des voitures aussi vont sûrement évoluer. Donc voilà, mais essayez d'anticiper quand même. Ensuite, pour réduire les coûts de la location, vous pouvez aussi essayer de prendre votre voiture et de la rendre en dehors de l'aéroport, puisqu'il y a des frais aéroportuaires qui sont mis en plus quand vous louez une voiture à l'aéroport. C'est de l'ordre de, je crois, 30 €, il me semble. Ouais, à peu près, sur toute la réservation, donc bon, c'est pas énorme. C'est vrai que c'est quand même bien pratique de sortir de l'aéroport et d'avoir directement son véhicule, mais si vous voulez vraiment aller à l'économie, louer dans une autre agence en ville ou ailleurs qu'à l'aéroport, puisqu'il y a des frais en plus. Ça dépend aussi des aéroports du coup. Selon l'aéroport où tu vas, les frais vont être plus ou moins élevés. Plus ou moins élevés, donc voilà, ça il faut faire attention aussi. Ensuite, pensez à lire attentivement le contrat.
Regardez bien toutes les lignes et regardez si vous comprenez tout, s'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à regarder sur internet ou à poser des questions directement au loueur. Ou des petites astérix, faut bien lire. Ouais. C'est chiant à faire. Lisez toutes les petites lignes parce que des fois il y a des petits trucs qu'on voit pas ou qu'on sait pas s'il y a des garanties qui sont pas prises en charge ou des conditions. Des exceptions, Ouais, des trucs. c'est ça. C'est long, c'est embêtant, mais bon, il faut le faire. Au moment du départ, pensez à bien inspecter la voiture de partout. Donc comme on l'a dit tout à l'heure au moment de choisir votre voiture, pensez bien à regarder vraiment tout l'aspect général de la voiture. S'il y a quelque chose qui est cassé, s'il y a quelque chose qui... Les grosses rayures. Ouais, s'il y a une grayure. Des bosses, un truc qui manque, un essuie-glace qui manque. Ouais, s'il manque un truc, s'il y a un rétroviseur qui est cassé par exemple, qui est fendu ou quoi. Enfin vraiment, il faut vraiment tout marquer ce que vous allez remarquer. Et faire des photos aussi, au cas où. Ou faire une photo si vous le voyez juste au départ. Et puis bien aussi spécifier sur votre petit formulaire qu'il y a quelque chose qui est cassé quoi. Et on termine cette petite vidéo par la FAQ que j'ai lancée du coup sur Insta. Merci beaucoup d'y avoir tous participé, c'est trop cool, il y a eu plein de questions, donc je vois que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse et c'est vrai que c'est le cœur d'un road trip, donc c'est vraiment... un sujet, voilà. Puis en plus, généralement, on a toujours un peu peur de rater quelque chose et tout. Donc voilà, faites-vous confiance, ça va le faire. Mais c'est parti pour vos questions. Donc, comment se passe la caution du véhicule? Bah du coup, on a répondu, il n'y a pas de chèque, rien du tout. C'est tout sur la carte bancaire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire avant de louer la voiture? Pareil, je pense qu'on a répondu. On a parlé un peu de tout sur ça. Voilà, je pense que voilà, si tu as d'autres questions précises, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Quels sont les pièges à éviter? Là, on avait dit 2-3 trucs, on avait réfléchi. On a dit surtout au niveau des petits loueurs, en fait, faites très attention. Les offres trop alléchantes, des fois, ça peut être source de problème. On revient au contrat, par exemple, voilà, des petits trucs qu'on va pas forcément voir tout au début. Et au final, si vous avez un pépin, la prise en charge va pas être bonne, va pas être complète. Donc en général, restez vraiment sur les grandes compagnies qu'on connaît tous. C'est le plus sûr. C'est le plus sûr. Après, en général, quand même, regarde bien sur les forums. N'hésite pas à poser des questions, à nous envoyer des messages aussi si tu as un doute. Voilà, il y a plein de groupes Facebook. Bon Plan Ouest Américain, je crois, il y a un groupe. N'hésite pas à poser des questions là-dessus. Pour les assurances aussi, fais attention à pas trop psychoter, à pas vouloir tout prendre, parce que là, c'est vraiment des pièges. Et ça, les assurances, ils savent bien faire, dire ça va être important. N'oubliez pas de prendre ça et tout. Ils essaieront de les vendre dans tous les cas. Voilà, donc voilà, ça c'est les gros pièges à éviter. Après, j'en vois pas d'autres. Non, moi non plus. Voilà. Combien avez-vous payé votre location voiture plus taxes? Alors, vas-y, puisque toi t'as regardé les prix tout à l'heure. Ouais, j'ai revérifié, donc nous on avait payé 830 €. Exactement. Avec les taxes et du coup les frais de jeune conducteur. Ouais, donc de 200 €. Pour 15 jours. 15 jours entiers du coup. Et on avait loué notre voiture à l'aéroport de Los Angeles et on l'avait rendue à San Francisco à l'aéroport aussi. Donc à savoir que c'était du coup, comme je vous l'ai dit, en octobre 2019. Donc on a regardé tout à l'heure, on a refait des simulations, les prix ont un petit peu changé. Alors est-ce que c'est la période qui fait que du coup les gens réservent plus de voitures, donc forcément les prix augmentent un petit peu. Mais on a vu que c'était entre 900 et 1000 €. Entre 900 et 1000 pour 15 jours pour un agences. SUV. Oui, donc on avait un SUV intermédiaire. Sur la gamme intermédiaire SUV, Voilà, donc voilà, ça a un petit peu augmenté. Peut-être que le jour où on pourra revoyager facilement, que tout le monde sera vacciné et tout, peut-être que ça va redescendre du coup, on espère, on croise les doigts, ça va vite arriver maintenant parce que je suis sûre et certaine qu'en 2021 il va y avoir du positif. Donc bref, voilà, donc du coup au niveau des tarifs, encore une fois c'était chez Alamo. Moi j'attends le livre sur votre road trip. Nous aussi. Nous aussi on l'attend, on a trop hâte de l'avoir terminé. C'est énormément d'heures de travail mais on adore bosser dessus. Et c'est vrai que comme on n'a plus la possibilité de partir aux États-Unis, ça nous fait du bien de nous reposer des questions et tout ça sur le voyage et de nous rappeler de bons souvenirs. On se replonge dedans. Donc voilà, il est toujours en cours d'écriture. Je vais pas prédire mais je pense qu'on est aux 3/4. On a passé la moitié de l'écriture du livre. On a passé la bonne moitié. Normalement 2021 c'est l'année de sortie du livre, donc on espère, croise les doigts. J'aime pas trop dire les choses en avance, parce que normalement ça porte un peu malheur. Ça porte la poisse, mais t'inquiète pas, on est à fond dessus et on espère que vous l'aurez bientôt dans vos mains. Alors, les meilleurs modèles, est-ce que t'en as? Des voitures type? Ça dépend de quelle catégorie, Moi je dirais que dans la gamme compacte, une voiture qui est parfaite, c'est la Ford Fusion. Donc c'est une petite berline compacte qui est spacieuse, il y a des options qui sont sympas dedans. Et après dans la gamme SUV,
Le Nissan Rogue. Bah, nous, Moi, je l'ai trop on a aimé, adoré, Nissan. franchement, le Ouais. Nissan Rogue, il était super. Après, dans les autres, il y a aussi le Tucson, Le qui est Tucson, très trop bien, beau. il est parfait. Il est magnifique. Nous, on était celui-là. dégoûtés parce qu'on allait prendre celui-là, et puis quelqu'un est arrivé 2 minutes avant nous, et puis il est parti avec. Ouais, mais bon, c'est bien, c'est pas on grave, ça nous regrette a pas fait du découvrir tout. le Nissan Ouais. qu'on connaissait pas du tout. C'est Hein. ça. Donc voilà les petits modèles. Après, un petit récap code de la route US. Alors là, je pense qu'il est mieux qu'on sépare la vidéo en 2 parties. Donc là, on a fait la partie pour louer la voiture, mais on va aussi faire la partie conduire aux États-Unis. Et dedans, on regroupera du coup le code de la route, les différences avec les la voitures France, américaines, et puis voilà, tout ce qui, en général, tous nos petits conseils de route, de road trip du coup. Donc voilà, t'inquiète pas, on va faire une vidéo très rapidement. Et ensuite, quand est-ce qu'on peut en relouer une, Nico & Co qui nous suit tout le temps, c'est clair que on a hâte qu'on puisse repartir et se reposer les questions d'organisation et tout, parce que ça commence à faire un petit moment. On est tous dans le même état d'esprit, je pense. Et j'ai reçu aussi un message qui m'a fait trop rire. Alors attends, je le cherche. De Da.Benny. Alors, est-ce qu'on peut mettre plus de 4 tomates au pain dans la boîte à gants? Bon tournage, bis à tous les deux. Ça, c'est génial. Petite mention spéciale pour la tomate au pain qu'on n'a pas oublié, qu'on a hâte de refaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai lu toutes vos questions. Merci encore à tous d'avoir participé. Et on espère qu'on a répondu à tout ce que vous pouviez vous poser. N'hésitez pas à poser encore des questions en commentaire si vous en avez d'autres. Ou à faire aussi des remarques si on a mal répondu à une des questions, ou alors si on a dit quelque chose qui était plus d'actualité. Ouais. Mais normalement, on a fait Ouais. plein de petites vérifications, donc tout est à jour. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et Soyez patients, de toute façon, vous aurez tout dans le livre. espoir qui va arriver. Et à très bientôt, donc dans de prochaines vidéos. Je vous promets, je vous laisse plus là 2 mois sans vidéo, mais moi ça m'a trop manqué. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, Ciao. ciao. Viens, fais ça. Tu mets ta main comme ça. Super. Point suivant, donc quelles assurances faut-il prendre? Alors là les amis, vous allez avoir une liste longue comme... C'est quoi l'expression? Longue comme le bras, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il y a la possibilité de l'avoir plein dès le départ, et à ce moment-là, il faudra le rendre plein, mais vous n'aurez pas de supplément sur votre location. Après, il y a aussi une option où vous pouvez le prendre plein, donc vous récupérez votre voiture avec le réservoir plein, mais vous pouvez le rendre la voiture avec le réservoir vide ou à moitié vide, et du coup le supplément vous sera facturé à la fin, mais du coup comme c'est eux Oula. qui vont devoir le faire. Bah, c'était simple, hein, c'était clair jusqu'à ce que tu interviennes. Mais non, mais tu dis que avant le Covid, là, du coup, pour... J'ai la voix qui... Qui part.